Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Pierre Crolac-Salmon, je suis neurologue et gériatre au Centre Mémoire Ressources Recherche de Lyon, au CHU de Lyon. Je suis très heureux de modérer cette session sur les démences qu'on aurait pu intituler différemment, peut-être sur les troubles neurocognitifs, en référence au DSM-5, qui nous permet de déplacer un peu le curseur des diagnostics et des prises en charge vers des stades très légers, bien avant la perte d'autonomie. Je suis très heureux d'être là parce que ce congrès établit des passerelles extrêmement bienvenues entre neurologie, psychiatrie, médecine du vieillissement et neurosciences. Et on sait qu'on ne peut pas cloisonner ces disciplines dans le domaine des maladies neurodégénératives. Vous verrez à travers les différentes présentations que les concepts diagnostiques évoluent énormément depuis quelques années dans le cadre des troubles neurocognitifs. On est bien obligé de revoir les critères diagnostiques cliniques, de les faire évoluer. Ce sera traité à propos de la maladie à corps de Lévy par le professeur Frédéric Blanc de Strasbourg. Et puis, on est bien obligé de constater que la clinique a ses limites. On a vu dans la maladie d'Alzheimer, à travers des essais thérapeutiques, que les performances diagnostiques de la séquence bilan neuropsychologique, consultation mémoire, IRM ne dépassent pas 70% de valeur prédictive, quels que soient les syndromes cliniques. Et donc, on a besoin de biomarqueurs pour préciser les lésions sous-jacentes à un trouble neurocognitif, en particulier dans la maladie d'Alzheimer. Et donc, c'est le professeur Claire Paquet qui nous présentera l'état de l'art sur les biomarqueurs. Et on décloisonne à travers ce congrès et au quotidien, dans les centres mémoire, on réfléchit en termes de lésions cérébrales, de symptômes neurologiques, de comorbidités liées au vieillissement et de troubles psychocomportementaux qui vont jalonner l'évolution de ces pathologies avec des implications diagnostiques. Et là, on va rencontrer encore ces confins de la psychiatrie qui peuvent nous troubler au niveau clinique et nous faire entrevoir des diagnostics qui sont compliqués entre neurologie et psychiatrie. Et c'est Emmanuel Cogna, le docteur Emmanuel Cogna, qui œuvre à Paris, à la Riboisière, qui nous parlera des diagnostics différentiels entre pathologie neuropsychiatrique et situation frontière. Voilà pour la présentation de cette session et je donne sans plus tarder la parole au professeur Frédéric Blanc qui nous présente l'état de l'art sur la maladie à corps de Lévy. Merci beaucoup Pierre. Alors, je suis vraiment très heureux d'être là. C'est vrai que je ne connaissais pas ce congrès. Si j'ai bien compris, c'était un congrès finalement assez neuf et je trouve très bien qu'on puisse se rencontrer entre finalement neurologues, psychiatres et gériatres sur ces questions finalement de neurosciences et de pathologies telles que ces maladies du vieillissement comme la maladie à corps de Lévy. Alors, la maladie à corps de Lévy, je vais vous parler essentiellement de la maladie à corps de Lévy prodromale, mais j'aborderai aussi un tout petit peu le stade de troubles neurocognitifs importants ou de démence. Et puis, je vous parlerai un petit peu de recherche, en particulier la recherche qu'on fait sur Strasbourg. Donc, un petit mot d'épidémiologie. La prévalence de la maladie à corps de Lévy chez plus de 65 ans, c'est environ 0,7%. On pense qu'il y a à peu près 10 à 20% des sujets déments qui sont atteints de maladie à corps de Lévy. Et d'ailleurs, dans la moitié des cas, en tout cas quand on est à des stades sévères, associés à la maladie d'Alzheimer. Ça représente à peu près 22% des déments de plus de 85 ans. Donc au plus on avance en âge, au plus il y a une maladie à corps de Lévy. De façon intéressante, des données récentes montrent aussi que par exemple dans l'aphasie logopénique, qui est donc en général en lien avec la maladie d'Alzheimer, vous avez dans 40% des cas, un peu plus de 40% des cas, aussi des corps de Lévy. Donc la situation se complexifie un petit peu en termes de neuropathologie. Le début de survenue, c'est en général après 50 ans. On estime qu'en France, il y a à peu près 150 000 personnes atteintes et la forme prodromale est de prévalence inconnue. Le sexe ratio est assez simple, il est proche de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire qu'il y a une prédominance de femmes, comme vous le voyez ici, avec à peu près 55% de femmes pour 45% d'hommes, contre 70% dans la maladie d'Alzheimer, et l'inverse, 45%, voire un peu moins dans la maladie de Parkinson ou la démence parkinsonienne. Les facteurs de risque, eh bien, c'est intéressant dans le contexte de se rendre compte que la dépression et l'anxiété sont des facteurs de risque majeurs de la maladie à corps de Lévy.
Et là, j'aimerais insister pour les psychiatres qui sont dans la salle sur le fait que si vous avez des patients avec une dépression tardive ou des symptômes anxieux tardifs, n'oubliez pas la maladie à corps de Lévy. Autre point, c'est l'accident vasculaire cérébral. Ce n'est pas parce que le patient a fait un accident vasculaire cérébral qu'il n'a pas une maladie à corps de Lévy. Au contraire, puisque le fait de faire un accident vasculaire cérébral multiplie environ par 3 le risque de faire une maladie à corps de Lévy. Et puis il y a des antécédents familiaux de maladie de Parkinson ou de maladie à corps de Lévy qui multiplient par 4,5. Et la polypoprotéine 4 qu'on retrouve aussi comme facteur de risque dans la maladie d'Alzheimer, mais qui, ici, dans la maladie à corps de Lévy, est bien moindre. Alors, un petit mot de physiopathologie, je crois que c'est le point essentiel quand même, en tout cas sur le début de la maladie à corps de Lévy, c'est de dire que finalement, on a affaire surtout à des dysfonctions intraneuronales. Et ces dysfonctions, à cause de l'accumulation de synucléines, se font aussi bien au niveau du noyau que du réticulum endoplasmique, du Golgi, du lysosome, mais aussi au niveau de la synapse, si bien qu'on parle assez souvent, de plus en plus, pour la maladie à corps de Lévy, d'une synaptopathie, donc maladie des synapses. Voilà, donc comme dans la maladie d'Alzheimer, la maladie à corps de Lévy, il y a un stade de démence, il y a un stade prodromal avec 2 phases, un trouble cognitif léger, une plainte cognitive subjective. On va voir qu'en fait, c'est un peu plus complexe que ça. Alors là, je vous présente les critères de maladie à corps de Lévy prodromale auxquels j'ai eu la chance d'assister. C'est toujours intéressant de voir comment se créent les critères. Là, c'était, à vrai dire, assez simple, puisqu'on avait des critères antérieurs et qu'on les a réappliqués, mais qu'on les a enrichis à la fois pour le trouble cognitif léger ou la démence. Le point qui est important ici, vous le savez sans doute, c'est qu'il faut 2 des 4 critères suivants pour dire que c'est une maladie à corps de Lévy probable, ce qui est le niveau le plus élevé de diagnostic du vivant du patient. Et s'il y a un seul critère, c'est possible. Les 4 critères sont les suivants: fluctuation cognitive ou de vigilance, hallucination visuelle, trouble du comportement, sommeil paradoxal et syndrome parkinsonien, en sachant que sur le syndrome parkinsonien, nous avons insisté sur le fait qu'il ne faut pas le fameux syndrome parkinsonien de la maladie de Parkinson, avec la kinétorigidité et le tremblement. Non, il suffit d'avoir un seul symptôme, c'est-à-dire, ou un seul signe, c'est-à-dire soit la kinésie, soit la rigidité, soit le tremblement. Donc vous voyez que c'est une maladie qui est de diagnostic éminemment clinique. On ne fera pas le diagnostic sur l'IRM cérébral, on ne fera pas le diagnostic sur la ponction lombaire, on fera rarement d'ailleurs le diagnostic sur des biomarqueurs. C'est vraiment très clinique, et donc si on n'aborde pas le patient de façon profondément clinique, on ne fera pas le diagnostic. Alors c'est pour ça que nous allons approfondir un tout petit peu. Donc pour vous dire que les fluctuations, il y a un questionnaire de fluctuation qui a été validé par la Mayo Clinic à partir de données neuropathologiques, où finalement, si on a plus de 2 sur 4 à ce questionnaire, de réponses positives sur 4, on peut estimer qu'on est dans une maladie, enfin qu'il y a des fluctuations en lien avec une maladie à corps de Lévy prodromale. Et si on est au stade de démence, on a le plus souvent quand même au moins 3 critères sur les 4 que je vous présente. Alors les questions sont les suivantes. Êtes-vous somnolent ou léthargique pendant la journée alors que vous avez suffisamment dormi la nuit d'avant? Au stade prodromal, le patient est capable de répondre à cette question. Au stade de démence, ça va être plutôt l'accompagnant qui répondra. En tout cas, démence modérée, démence légère, les patients répondent bien. Est-ce que vous dormez plus de 2 heures pendant la journée? Donc c'est souvent des siestes le matin. Le patient vient de se lever, puis il refait une sieste, il se recouche à 10 heures, puis après il va faire sa sieste postprandiale, et en tout ça va durer plus de 2 heures. Vous arrive-t-il d'avoir le regard fixe pendant de longues périodes? C'est une question assez vague, mais c'est finalement un critère qui revient souvent. Et est-ce que vous avez des épisodes pendant la journée où le flot de vos idées est désorganisé, pas clair ou bien illogique? Donc là, on est purement dans la fluctuation cognitive. Eh bien, c'est aussi en faveur. Donc je dis 2 sur 4 ou 3 sur 4, 2 sur 4 pour le stade prodromal. Et c'est vraiment à faire systématiquement, je pense, devant toute plainte cognitive. Pour les hallucinations, pour les psychiatres dans la salle, vous savez que l'abord des hallucinations n'est pas toujours simple, et il ne faut pas aller d'emblée, est-ce que vous avez des hallucinations, parce que sinon on ne les retrouve pas. Et donc, moi, ma pratique, c'est de commencer par les sensations de passage, puis les sensations de présence, puis discuter des illusions, et enfin d'aborder les hallucinations elles-mêmes. Alors, sensations de passage et sensations de présence, en fonction des nomenclatures, sont considérées comme des hallucinations mineures. Elles n'ont pas été incluses dans les critères de diagnostic. Les critères de diagnostic, c'est vraiment les vraies hallucinations. Mais ma pratique personnelle me montre que les patients corps de Lévy, prodromaux, ont plus souvent au début une sensation de passage ou une sensation de présence que de véritables hallucinations. Pour le syndrome parkinsonien, je vous l'ai dit, akinésie et ou rigidité et ou tremblement. J'insiste sur le fait que tous les patients n'ont pas de syndrome parkinsonien. Vous l'avez compris, il faut 2 critères sur les 4, mais ça veut dire qu'il y a certains critères qui ne seront jamais présents chez le patient. Vous pouvez avoir parfois aucune fluctuation ou aucune hallucination ou aucun syndrome parkinsonien. Si bien qu'en pré-mortem, on a 86% des patients qui ont un syndrome parkinsonien, mais ça veut dire aussi que 14% n'ont pas du tout de syndrome parkinsonien juste avant le décès, toujours d'après des données encore de la Mayo Clinic.
J'insiste sur le fait de bien faire l'analyse du syndrome parkinsonien et de rechercher cette rigidité extrapyramidale, notamment à la manœuvre de Froment, c'est-à-dire en détournant l'attention du patient vers son membre supérieur contralatéral et en testant l'autre membre pour voir si vous retrouvez cette fameuse roue dentée. Pour les troubles du comportement en sommeil paradoxal, ils peuvent apparaître 5 à 20 ans avant les premiers symptômes, parfois même avant. La plainte du patient, ça va être des cauchemars, des rêves vivaces. Et le conjoint va dire qu'on a l'impression qu'il vit ses rêves, qu'il bouge énormément pendant la nuit. Les biomarqueurs, comme on l'indiquait dans le papier, pour l'instant en tout cas, peuvent être considérés comme peu intéressants dans le contexte du stade prodromal, y compris le DaTscan qui n'est positif que dans la moitié des cas. Alors ça n'est pas nul, c'est-à-dire que si on a un DaTscan à un stade prodromal, on s'en sert, mais s'il est négatif, pour autant, on pourra dire que eh bien, ça n'a pas de valeur, puisque une sensibilité à 50%, c'est quand même pas terrible. Pour les troubles cognitifs, on avait fait une étude en 2017 à partir de notre base alpha-LEVI-MA, à partir de 37 patients atteints de maladie à Cordelévy au stade prodromal. On avait déterminé des troubles cognitifs et des fragilités cognitives, et ce qu'on avait montré, c'est qu'en fait, il y avait des troubles en mémoire de reconnaissance visuelle, DMS48, des troubles sur les fonctions exécutives à la BREF, des troubles aussi sur la vitesse de traitement et la flexibilité mentale au TMTA et TMTB. Et puis pour une sous-population de patients, à peu près 20% des patients avaient d'authentiques troubles visio-constructifs. La grande majorité des patients quand même n'avaient pas d'authentiques troubles visio-constructifs, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas aidés par l'aide, l'aide à la planification les aidait en général, tandis que chez certains d'entre eux, il n'y avait pas du tout d'apport de l'aide à la planification. Puis vous avez tout un tas de fragilités, et notamment ce qui est intéressant, vous avez des fragilités sur le langage quand même à la DO80, vous avez des fragilités aussi sur la VOSP, c'est-à-dire en visio-spatial, sur la localisation de chiffres, et vous avez aussi des fragilités en cognition sociale, par exemple. Les choses s'aggravent ensuite avec l'évolution de la maladie, et il y a un véritable syndrome sous-corticofrontal qui s'installe avec des troubles de l'attention, des troubles des fonctions exécutives, un ralentissement, et qui peut s'accompagner de troubles visio-perceptifs ou visio-spatiaux. À l'IRM cérébral, dans la maladie à Cordelévy prodromale, on a montré ces dernières années que finalement il y avait une diminution de volume de l'insula, en particulier de l'insula droit, comparativement aux patients atteints de maladie d'Alzheimer, où on a plus une atrophie dans les régions à la fois pariétales et temporales internes. On avait confirmé ça sur une étude monocentrique avec plus de patients. C'était clairement insulaire bilatéral, avec parfois une petite note frontale. Donc on est vraiment sur de l'atrophie là, et de façon intéressante, peu de temps avant, ça avait été montré chez les patients déments sur une grosse méta-analyse où finalement on retrouvait cette insula atteint de façon bilatérale avec aussi les noyaux gris à proximité, ce que nous n'avions pas trouvé au stade prodromal. On a retrouvé aussi cette atteinte au niveau de la perfusion cérébrale avec une atteinte insulaire plutôt antérieure bilatérale en perfusion cérébrale mesurée en ASL ou arterial spin labeling, et puis une atteinte aussi des deux noyaux codés. Dans la même période, l'équipe des Hollandais avait montré d'abondantes inclusions de synucléine dans l'insula, contrairement à la démence parkinsonienne où il y en avait, mais où c'était moins net, et puis contrairement aussi à la maladie de Parkinson où il y en avait, mais c'était moins net. De façon intéressante, il y en avait aussi dans ce qu'on appelle l'incidental Lewy body disease. Et donc, ce qu'on a montré, mais qu'on n'a pas confirmé pour l'instant, c'est qu'on a effectivement certains patients qui ont un peu cet aspect de dilatation ici à proximité de l'insula, c'est-à-dire l'impression finalement qu'il y a effectivement visuellement peut-être une diminution de volume insulaire. Alors j'en viens maintenant aux aspects comportementaux au stade prodromal. Là, c'est à partir de la cohorte Memento, où avec certains de mes collègues de cette cohorte Memento, qui est une cohorte nationale qui comporte 2300 patients, et là, on s'intéresse à 900 patients, on a systématiquement recherché des symptômes de maladie à Cordelévy. Et de façon intéressante, ceux qui avaient des symptômes de maladie à Cordelévy avaient plus volontiers finalement des symptômes de dépression, plus volontiers une authentique dépression, vous voyez dans 26% des cas ici, contre 6% pour ceux qui n'avaient pas du tout de symptômes de Cordelévy. Et puis des symptômes d'anxiété, des symptômes d'apathie beaucoup plus nets de façon statistiquement significative chez les patients qui avaient ces symptômes de maladie à Cordelévy. On l'a retrouvé aussi dans notre base alpha-LEVI-MA à partir de 250 patients. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez qu'à peu près 60% des patients atteints de maladie à Cordelévy qui sont à stade prodromal ou de démence légère ont des antécédents de dépression, et 40% une dépression au moment où ils rentrent dans la base, donc il y a maintenant quelques années, puisqu'on a prévu de les suivre sur 8 ans, contre 25% dans la maladie d'Alzheimer et 16% pour la dépression au moment où les patients atteints de maladie d'Alzheimer rentraient dans la base. Et c'est vrai que cette idée qu'au stade prodromal, il puisse y avoir des formes atypiques d'entrée dans la maladie, c'est assez clair. L'équipe de Makis à Newcastle l'évoque.
Alors certaines fois, ça débute par une confusion, on va en reparler. Peut-être certaines fois, ça pourrait débuter par une atteinte entre guillemets psychiatrique sous la forme d'un délire ou une dépression. Nous, on a ce type de patients qui sont dans notre unité cognitivo-comportementale et qui rentrent dans la maladie à partir de délires, notamment de délires de persécution ou alors de syndrome de Capgras ou d'autres phénomènes de reduplication. Et puis la confusion intéressante parce qu'on se dit toujours, oui, les atteintes, les confusions post-opératoires, qu'est-ce que c'est? C'est parce qu'ils sont vieux. Probablement que ce n'est pas parce qu'ils sont vieux, hein, c'est aussi probablement parce qu'il y a autre chose. Et vous voyez, c'est une petite étude, mais pas inintéressante, hein, avec des données évidemment pathologiques au niveau de l'intestin, de patients qui se sont fait opérer de l'intestin, qui ont fait pour certains un délirium, c'est-à-dire une confusion post-opératoire, et pour d'autres pas. Et pour ceux qui avaient une confusion post-opératoire, au niveau des plexus de Meiner-Tedauerbach, c'est-à-dire au niveau du système nerveux entérique, on retrouve dans à peu près 44% des cas de l'alpha-synucléine anormale, donc de la phospho-alpha-synucléine, ce qui présuppose que ces patients sont susceptibles d'évoluer vers une maladie à corps de Lévy ou une maladie de Parkinson. Dit autrement, les patients qui font une confusion post-opératoire, pour certains, ont probablement déjà un stade très précoce de maladie à corps de Lévy. Alors après, on s'est intéressé à différentes choses, mais vous l'avez compris, les patients sont plutôt lents dans la maladie à corps de Lévy, y compris très tôt, puisque le TMTA est diminué, enfin est augmenté plutôt en termes de temps chez les patients atteints de maladie à corps de Lévy. On a pu le corréler, nous, à l'atteinte, une diminution de volume au niveau des noyaux gris centraux, en particulier noyaux codés et noyaux sous-thalamiques, ce qui est assez cohérent avec ce qu'on connaît du syndrome parkinsonien, y compris cognitif. Et puis, il y a les changements de goût qu'on a constatés chez nos patients atteints de maladie à corps de Lévy. Changement de goût, c'est-à-dire moi, j'aime plus le salé, je préfère le sucré maintenant, et c'est un changement de goût souvent assez radical, progressif mais radical, mais aussi changement de goût sur d'autres aspects, notamment non alimentaires, comme par exemple le choix des vêtements, le choix de la musique, etc. Et on a pu corréler l'existence de ces changements de goût chez les patients corps de Lévy à une diminution de volume dans les régions insulaires antérieures, donc tout à fait cohérent avec ce qu'on sait de la maladie à corps de Lévy telle qu'on l'a décrit depuis à peu près 5 à 6 ans. Puis on a essayé de comprendre quel pourrait être le lien entre finalement l'insula et la maladie à corps de Lévy, et notamment Elena Chavran, dans le cadre de sa thèse, a montré qu'il y avait d'importantes modifications de connectivité au niveau dans la maladie à corps de Lévy. Là, vous avez maladie à corps de Lévy versus témoin, et notamment dans ce qu'on appelle le réseau de Science, qui comprend l'insula ici, mais qui comprend aussi le cortex cingulaire antérieur, y compris comparativement à la maladie d'Alzheimer, c'est assez clair, alors que la maladie d'Alzheimer a des modifications, y compris dans le système de Science, mais de façon moins nette dans la connectivité avec d'autres zones, notamment les réseaux attentionnels. Et quand on corrèle l'existence de fluctuations avec finalement cette connectivité fonctionnelle, on se rend compte que ces réseaux de Science, que ce soit au niveau de l'insula, mais aussi au niveau d'autres zones du réseau de Science, mais surtout l'insula, entraînent des modifications à la fois avec les thalamies, à la fois avec des régions, qui ont à voir avec l'attention. Et on s'interroge finalement sur cet effet un peu interrupteur ou switch, qui normalement est un des apanages du réseau de Science, qui ferait que peut-être les patients puissent être à certains moments bloqués sur certains réseaux et qui ne passent pas d'un réseau à l'autre. On ne l'a pas complètement démontré, mais c'est quelque chose en tout cas auquel on pense très nettement qui pourrait expliquer les fluctuations de la maladie à corps de Lévy. Alors, vous l'avez compris, la maladie à corps de Lévy, ça n'est pas que des troubles cognitifs, hein, c'est évidemment aussi des troubles que j'ai qualifiés ici de neuropsychiatriques, dépression, anxiété, hallucination, délire. C'est aussi des troubles moteurs, avec les troubles du comportement sommeil paradoxal, qui finalement peuvent se rapporter aussi troubles comportementaux et un ralentissement physique. Et puis, c'est aussi des troubles neurovégétatifs dont je ne vous ai pas parlé, mais qui arrivent précocement dès les stades prodromaux et qui, après, vont varier au cours du temps et notamment au cours de la démence. Voilà, donc la maladie à corps de Lévy prodromale, ce sont à la fois des troubles cognitifs, essentiellement une lenteur, des troubles de la mémoire visuelle, hein, j'insiste là-dessus, parce que c'est assez étonnant, mais il y a des troubles de la mémoire visuelle dans la maladie à corps de Lévy, des troubles des fonctions exécutives et des troubles neurovisuels. Il y a la question de la dépression, de l'anxiété, il y a d'autres troubles psychiatriques, mais ils sont très peu décrits, même quasiment pas dans le cadre de l'atteinte prodromale. On a montré donc au niveau de l'IRM des atteintes fonctionnelles, au niveau du réseau de Science et des réseaux attentionnels et leur interaction, et aussi volumétrique, vous l'avez vu au niveau de l'insula, en IRM cérébral. La suite, pour nous, c'est de mieux comprendre ces troubles du comportement, et en particulier la dépression, mieux comprendre la conscience de soi et la mémoire autobiographique, puisque finalement, une atteinte de l'insula, c'est probablement aussi à l'origine d'importantes modifications sur la conscience de soi. Et puis, on souhaiterait, on est en train de commencer à utiliser, en train de soumettre le CPP, la RTMS, pour moduler l'activité de l'insula avec Jack Fouché, que vous connaissez sans doute pour les psychiatres, et qui
a développé avec le laboratoire Cube ce robot qui permet finalement de focaliser la stimulation des RTMS. Et donc notre souhait, ça va être donc de stimuler l'insula chez ces patients pour éventuellement modifier ou diminuer, on l'espère, les fluctuations chez ces patients. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Frédéric, tu as bien tenu ton temps. Je vous propose de bien garder vos questions pour la fin de la session et d'enchaîner avec le professeur Claire Paquet qui va nous présenter ce qu'elle sait, en tout cas les take-home messages concernant les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer dont on a bien besoin. Tu as la parole, Claire. Merci beaucoup. Donc c'est un vrai plaisir, comme Frédéric, d'être ici pour ce premier congrès, d'autant qu'on a la chance d'avoir une collaboration étroite avec les psychiatres et les addictologues dans notre hôpital, qui est la Lariboisière Fernand Vidal. Donc moi, je vais vous faire une présentation très pratico-pratique avec une avancée en entonnoir, où je vais d'abord parler des maladies neurodégénératives de façon un peu générale pour poser le contexte, puis se focalisant sur la partie cognitive de ces maladies, et enfin en terminant pour une grande partie de la présentation sur la maladie d'Alzheimer et le besoin et l'utilité de ces biomarqueurs dans notre pratique clinique courante. Donc les maladies neurodégénératives, elles sont multiples, c'est un vrai problème de santé publique, et en fait le mécanisme commun de toutes les maladies neurodégénératives est qu'il existe des accumulations de protéines anormales dans le cerveau. Donc on le voit ici, ce sont des petites accumulations qui sont soit intraneuronales soit extraneuronales en fonction de la protéine qui se dépose. Ces protéines vont engendrer un stress cellulaire plus ou moins important, puis un dysfonctionnement synaptique, d'où le terme de synaptopathie employé par Frédéric. Et cette synaptopathie va entraîner une perte des synapses, puis une mort neuronale, qui va donner à l'IRM une atrophie. Donc c'est un processus très 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 lent, et c'est vrai pour toutes les maladies neurodégénératives, avec une phase silencieuse très longue, ce qui pose la difficulté thérapeutique, puisque finalement on arrive une fois qu'on a les symptômes, c'est-à-dire 10 ans à peu près après le début de la maladie. Donc si on résume les choses de façon très simple, mais vous allez voir ça se complexifie après, on a 4 protéines principales qui se déposent dans les maladies neurodégénératives. Pour celle qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est la maladie d'Alzheimer, on a ce qu'on appelle la bêta, ou autrement appelé le peptide amyloïde, qui va commencer au niveau du cortex frontal et va diffuser dans tout le cerveau. Alors ici, le cervelet n'est pas concerné, mais il arrive parfois qu'on voit en neuropathologie de l'amyloïde dans le cervelet. Il y a aussi la protéine Tau, qui est la plus corrélée avec les troubles cognitifs des patients et qui, elle, va commencer dans le cortex temporal interne, où on voit ce que tout le monde connaît, l'atrophie hippocampique, pour diffuser après dans tout le cerveau. Concernant la maladie de Parkinson, mais aussi la maladie à corps de Lévy et l'atrophie multisystématisée, on a ce dont on vient de parler pour la maladie à corps de Lévy, des dépôts d'alpha-synucléine qui vont commencer soit dans le système nerveux autonome, soit dans la partie haute du tronc pour diffuser secondairement dans tout le cerveau. Et enfin, la sclérose latérale amyotrophique. Oui, il y a une atteinte encéphalique dans la sclérose latérale amyotrophique où on a des dépôts d'une protéine qui s'appelle l'ATDP43. Donc, c'est bien classé, c'est très clair, ça paraît simple, sauf qu'en pratique clinique courante, c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'on arrive encore à distinguer les troubles cognitifs et les troubles moteurs, heureusement. Parfois, ils sont chevauchants, comme dans la maladie à corps de Lévy. Et puis, à l'intérieur des troubles cognitifs, eh bien, vous voyez, il y a plein de... Quand on inclut le comportement, le langage, la mémoire, les troubles visuo-constructifs, il y a énormément de choses qui sont chevauchantes et le diagnostic n'est vraiment pas simple. Si on se focalise aujourd'hui sur les troubles cognitifs, pour avancer, nous aider à faire des diagnostics précis, y compris dans le diagnostic différentiel avec les maladies psychiatriques, il y a des nouveaux concepts qui ont été écrits, qui se sont progressivement installés dans la pratique clinique courante. Donc on a un diagnostic à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est est-ce qu'il y a des troubles cognitifs, oui ou non, quelle qu'en soit l'étiologie. Le deuxième niveau, c'est quels sont ces troubles cognitifs. Est-ce qu'ils sont plutôt comportementaux, langagiers, mnésiques, praxiques? Donc le
l'aspect syndromique. Et enfin, quelle est la cause de ces troubles cognitifs? Aujourd'hui, on ne peut pas poser de façon certaine toutes les causes, mais en tout cas, avec les biomarqueurs, on a les moyens de confirmer certaines maladies. Concernant la maladie d'Alzheimer, vous aurez compris que tous les troubles cognitifs ne sont pas dus à la maladie d'Alzheimer, qu'il est important d'avoir un diagnostic précis et précoce pour espérer avoir une véritable efficacité thérapeutique dans les années à venir. Donc, si on n'utilise pas des biomarqueurs, on a un tiers d'erreurs diagnostiques, ce qui est quand même considérable pour une maladie grave, c'est inacceptable pour le patient. Et les diagnostics différentiels de la maladie d'Alzheimer sont, comme on vient de voir, la maladie à corps de Lévy, la dégénérescence frontotemporale dont parlera probablement un peu Emmanuel, les pathologies psychiatriques, les origines vasculaires, les origines toxiques, les origines infectieuses. Enfin, il y a une multitude d'étiologies aux troubles cognitifs. Si on se focalise plus sur la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer? C'est un terme un peu galvaudé. On entend la blague parfois, j'ai un Alzheimer. Et quand on parle de démence, mot qu'on ne devrait plus utiliser à la radio, souvent on sous-entend maladie d'Alzheimer. Pourquoi? Parce que 70% des troubles cognitifs sont dus à la maladie d'Alzheimer. Mais la maladie d'Alzheimer, c'est quelque chose de précis. Et ça a été décrit, comme vous le saviez tous, par Alois Alzheimer, qui a fait le dessin ici, qui est à gauche, qui représente de la protéine tau. Alors à l'époque, ils ne savaient pas que c'était de la protéine tau phosphorylée à l'intérieur des neurones, qui donne des images variées, classiquement ce qu'on appelle en flamme de bougie, mais qui peuvent donner différents types d'images. À droite, ce sont les dépôts de protéines, de peptides A-bêta ou d'amyloïdes, qui sont à l'extérieur des neurones. Ça, ce sont les neurones. Et l'amyloïde va faire des plaques à l'extérieur des neurones, alors que la protéine tau va être à l'intérieur des neurones. Si on fait des marquages de protéine tau, voilà ce qu'on voit actuellement quand on fait des marquages d'immunohisto. Là, on a le noyau du neurone, et là, on a, on a un dépôt en flamme de bougie. Donc, tout ça induit une perte neuronale, une réaction inflammatoire, et cet ensemble neuropathologique est une maladie d'Alzheimer neuropathologique. Et pour parler de maladie d'Alzheimer du vivant du patient, il faut que ce soit associé à des symptômes cliniques. Donc, c'est une entité clinico-neuropathologique. Aujourd'hui, du vivant du patient, on a les moyens de montrer qu'il y a de la bêta et de la tau dans le cerveau du patient. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des moyens biologiques, mais il y a aussi des moyens en imagerie nucléaire. Donc, si on revient aux lésions neuropathologiques, il y a des plaques amyloïdes extraneuronales, ça entraîne une mort neuronale et il y a de la protéine tau phosphorylée intraneuronale. Et quand on mesure ces protéines dans le liquide cérébrospinal, qui est directement au contact du cerveau, le liquide cérébrospinal, c'est le meilleur reflet de l'activité biochimique du cerveau, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit une diminution du taux d'A-bêta, puisqu'elle est accumulée dans le cerveau, une augmentation de la protéine tau totale, puisque la protéine tau totale, on en a plein les neurones et les synapses, et quand celle-ci se désintègre, eh bien, ça libère de la protéine tau, et de la même façon, quand le neurone se désintègre, il libère de la protéine tau phosphorylée qui constitue les dégénérescences neurofibrillaires. Donc, les biomarqueurs du liquide cérébrospinal sont le reflet des lésions cérébrales et ça a été très élégamment montré par une étude où ils ont fait des ponctions lombaires post-mortem avec une analyse neuropathologique aussitôt après. L'étude, elle a duré 17 ans pour avoir le nombre suffisant de patients. Donc, c'est confirmé que c'est le reflet des lésions cérébrales. Ces biomarqueurs sont intégrés dans les nouveaux critères diagnostiques depuis 2011. Ils sont utilisés en pratique clinique courante et c'est un critère aujourd'hui indispensable pour pouvoir inclure des patients dans les essais thérapeutiques. Quelle est l'utilité de ces biomarqueurs en pratique clinique courante? Alors, on a fait plusieurs études nationales. La première étude nationale, c'est la même en fait, on l'a débuté en 2012 et en 2014, on a publié un premier papier. Donc en fait, on posait la question aux cliniciens, avant la ponction lombaire, quel est votre diagnostic principal? Et après la ponction lombaire, quel est votre diagnostic principal? Et on a mesuré l'impact
de ces biomarqueurs sur le diagnostic. Donc c'était une étude prospective nationale. On recueillait l'indication des biomarqueurs et l'impact des biomarqueurs sur le diagnostic. Donc à l'époque, on avait inclus 561 patients. Ce qu'on a démontré, c'est qu'il y avait une augmentation significative du niveau de certitude diagnostique, ce qui est très important pour le patient, y compris d'avoir des chiffres montrant, prouvant les lésions. On avait 34% de modifications diagnostiques, ce qui rejoint un peu les 30% d'erreurs diagnostiques dont on a parlé tout à l'heure, et ceci entraînait des modifications de la prise en charge du patient. Ensuite, on a continué cette étude, on l'a déclinée à un stade plus précoce, au stade dit de MCI, de Mild Cognitive Impairment ou de maladie d'Alzheimer prodromale. Et qu'est-ce qu'on a montré à ce stade? Donc, on avait 977 patients. De la même façon, on avait une augmentation du niveau de certitude qui était plus importante, cette augmentation. Et puis, de nouveau, on avait une modification du diagnostic et de la prise en charge du patient. Et vous voyez de façon plus importante dans 46% des cas. Pourquoi? Parce que plus les symptômes sont légers et plus le diagnostic est difficile. Et enfin, on a fait, alors c'est un peu un hasard en fait, un midi en mangeant un sandwich, j'ai regardé si on avait des patients psychiatriques dans cette cohorte et j'ai vu qu'il y avait 69 questionnaires qui correspondaient à 69 patients pour lesquels le premier diagnostic qui avait été posé était un diagnostic de pathologie psychiatrique. Ces patients ont eu une ponction lombaire, 50 avaient un profil qui ne correspondait pas à une maladie d'Alzheimer, dont le LCR, 14 avaient un profil de maladie d'Alzheimer et 5 avaient un profil intermédiaire, c'est-à-dire soit la tau, soit la phospho-tau, soit la bêta perturbée. Donc, qu'est-ce qu'on conclut de cette étude? C'est qu'on avait 20% des patients qui étaient étiquetés pathologie psychiatrique qui avaient un profil de maladie d'Alzheimer. Donc, ça confirme que la maladie d'Alzheimer peut aussi débuter par des troubles psychiatriques ou que les patients psychiatriques peuvent développer une maladie d'Alzheimer et qu'il y a un intérêt d'explorer les patients qui ont des pathologies psychiatriques atypiques ou une évolution atypique par ce type de biomarqueur. L'autre enseignement de cette étude, c'est que l'âge de début des symptômes psychiatriques était élevé pour les patients qui avaient une maladie d'Alzheimer pure, variable pour ceux qui avaient une maladie psychiatrique secondairement associée à une maladie neurodégénérative et variable aussi, mais quand même beaucoup plus jeune, pour ceux qui avaient une pathologie psychiatrique. Et le délai d'apparition des symptômes entre les symptômes psychiatriques et les symptômes cognitifs, vous voyez, est très court dans la maladie d'Alzheimer, donc ces débuts de ces symptômes sont concomitants, alors qu'ils sont le délai est extrêmement variable dans les maladies non neurodégénératives, donc dans les pathologies psychiatriques, dont on le sait, peuvent s'accompagner secondairement de troubles cognitifs. Donc, ces marqueurs, ils sont utiles quand il y a une errance diagnostique, pour confirmer ou infirmer un diagnostic étiologique. Ils sont importants pour le diagnostic différentiel et ils sont importants et essentiels dans la recherche. Enfin, si on parle un petit peu d'avenir, tout à l'heure, on a parlé de synaptopathie. Aujourd'hui, on est capable de voir les lésions synaptiques dans le liquide cérébrospinal, pas encore dans le plasma, mais ça vient. Donc, on a étudié beaucoup de protéines synaptiques et je vais vous en présenter deux. Une qui est présynaptique et une qui est postsynaptique pour voir un petit peu les deux parties de cette synapse. Et qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que pour celle qui est présynaptique, on a une augmentation significative dans la maladie d'Alzheimer et le stade précoce de maladie d'Alzheimer. Mais aussi, elles sont aussi augmentées dans les autres, mais moins, à un moindre degré. Vous voyez, elles ne sont pas très augmentées dans les maladies à corps de Lévy. Et pour ce qui est de la neurogranine qui est postsynaptique, vous le voyez, elles sont vraiment très augmentées dans la maladie de l'Alzheimer. Et en fait, la synaptopathie mesurable dans le liquide cérébrospinal est surtout importante dans la maladie d'Alzheimer. Enfin, pour les marqueurs sanguins, on ne peut pas ne pas parler des neurofilaments qui sont un constituant de l'axone du neurone. Là, il y a le corps du neurone, l'axone, puis les dendrites et les synapses. Quand il y a une lésion axonale, il y a une libération des neurofilaments, beaucoup dans le LCR. Avec la barrière hémato-encéphalique, il y en a moins qui passent dans le sang, mais aujourd'hui, c'est mesurable. Et qu'est-ce qu'on montre avec ces neurofilaments? Eh bien, qu'on est capable de mesurer dans le sang, cette fois, les lésions axonales, que ça n'est pas du tout spécifique de la maladie d'Alzheimer, parce que vous voyez ici,
Ce n'est pas plus augmenté que dans d'autres maladies. Par contre, ils sont très augmentés dans les dégénérescences frontotemporales. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une grande variabilité parce que c'est un très bon marqueur sensible, mais il est très peu spécifique. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, même si ce n'est plus pour très longtemps, à mon avis, le liquide cérébrospinal reste le meilleur reflet de l'activité du cerveau et dans les années à venir, il restera le liquide pour le développement de nouveaux biomarqueurs. Il permet de disséquer, entre guillemets, les lésions cérébrales, que ce soit les accumulations anormales de protéines, la synaptopathie, l'inflammation dont je n'ai pas parlé, mais c'est possible, voire l'absence d'anomalies. On a intérêt à doser ces biomarqueurs chez les patients qui présentent des pathologies psychiatriques atypiques, par exemple à début tardif ou d'évolution atypique. Et enfin, pour l'avenir, on a des biomarqueurs plasmatiques qui arrivent. Je ne vous les ai pas tous présentés, mais il y en a beaucoup. Ça nécessite encore des techniques spécifiques assez coûteuses. C'est pour ça qu'ils sont que ça avance, mais ça avance finalement lentement. Et ils permettront le suivi longitudinal. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Claire. On avance dans une stratégie graduée entre symptômes cliniques, neurologiques, neuropsychiatriques et puis l'aide des biomarqueurs. Et on va s'avancer un peu plus vers la neuropsychiatrie avec Emmanuel Cogna. Tu as la parole pour une quinzaine de minutes. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être ici devant vous pour vous parler de diagnostic différentiel neuropsychiatrique et situation frontière. J'ai ajouté après 50 ans parce que, à entendre tout ce qui a été dit hier, je me suis dit que c'était peut-être un peu tarte à la crème. Le terme neuropsychiatrique, c'est très vendeur, mais finalement, qu'est-ce que c'est? Alors, pour me rassurer, je suis allé voir les définitions sur des sites sérieux, sur des sites moins sérieux, et on arrive jusqu'à dire que la neuropsychiatrie, c'est la combinaison de la psychiatrie et de la neurologie. Donc, on va être dans le champ, mais je pense que c'est intéressant de préciser ce que c'est le point de vue d'un médecin de centre mémoire sur ces problématiques neuropsychiatriques. Je vous ai dessiné ça d'une manière picturale, mais en vérité, on est face à un continuum qui va d'un côté des troubles psychocomportementaux qui émaillent l'évolution des pathologies neurodégénératives. Frédéric en particulier a évoqué tous ceux qui sont associés à la maladie à corps de Lévy. À l'opposé, on pourrait parler des maladies primitivement psychiatriques, ou du moins du champ de la psychiatrie, qui sont associés à des troubles cognitifs importants dès le début et qui vont pouvoir évoluer dans le temps. On revient du côté de la neurologie, il y a cette fois-ci les pathologies neurodégénératives qui sont d'expression psychocomportementale prépondérante au premier plan, et de l'autre côté, les maladies psychiatriques qui sont associées à des troubles qui vont être éventuellement légers, infracliniques ou peu invalidants, et dont certains patients vont pouvoir développer des troubles qui deviennent invalidants et pour lesquels va se poser au centre de tout ça la question du diagnostic différentiel. On ne peut pas évoquer tout ça en 15 minutes, donc j'ai choisi deux sujets dans lesquels je suis plus particulièrement impliqué, donc sur lesquels je pense qu'il y a des choses plus particulièrement utiles à vous dire. Pour ce qui va aller du côté des maladies neurodégénératives, c'est la maladie neurodégénérative à expression comportementale que sont les démences frontotemporales. Et pour ce qui est des pathologies psychiatriques avec une évolution cognitive atypique, c'est la particularité de la démence bipolaire. Vous voyez qu'il y a des guillemets puisque on va beaucoup discuter ce concept. Alors, pour chacun de ces deux cadres, je vous propose un cas clinique, l'histoire de Madame B, que je vois à 72 ans avec une plainte langagière qui évolue depuis 12 mois. Elle a un syndrome parkinsonien très modéré, mais elle est sous antipsychotiques au long cours, donc on n'en fait pas grand-chose. Elle est très altérée sur le plan de l'efficience cognitive globale, mais c'est assez généralement le cas indépendamment de la réalité chez les patients qui ont des troubles du langage au premier plan. Son langage est très pauvre, très laborieux, très, très difficile. Et finalement, quand on s'intéresse aux mots isolés, la dénomination n'est pas si mal que ça et la compréhension des mots isolés reste à peu près préservée.
Elle a eu les biomarqueurs, je commence par ça. Elle a un profil, ce qu'on appelle SNAP, Suspected Non-Amyloid Pathology, c'est-à-dire un profil où le peptide amyloïde apparaît normal, mais où les autres protéines qui sont dosées, la protéine Tau et la protéine tau phosphorylée, sont anormales. C'est un profil qui n'est pas univoque et qui est assez fréquemment trouvé dans la population en général, mais plus encore dans certaines pathologies, dont les démences frontotemporales. Son imagerie cérébrale morphologique est déjà évocatrice. Vous voyez qu'il y a l'air d'y avoir ici une atrophie hémisphérique gauche qui prédomine dans les régions frontale, peut-être un peu temporale, et son imagerie nucléaire est beaucoup plus parlante avec un hypométabolisme très étendu frontotemporal. Donc cette dame, elle a un trouble du langage au premier plan qui évolue de manière insidieuse, qui est responsable de sa perte d'autonomie. Elle a donc, a priori, une aphasie primaire progressive, plutôt non fluente dans sa présentation clinique. Elle répond en tout cas aux critères diagnostiques. Cette aphasie primaire progressive, c'est une des formes de démence frontotemporale. Cependant, quand on creuse un peu, on se rend compte que la maladie n'a pas débuté depuis 1 an et qu'elle n'a pas une aphasie primaire progressive, puisque cette dame-là, elle a été hospitalisée sur son secteur 4 ans plus tôt pour un premier épisode délirant avec une thématique de persécution, un mécanisme pas hallucinatoire, plutôt imaginatif. Il y avait une petite fille qui l'a menacée, qui lui court après, qui était au-dessus de l'ascenseur et qui pouvait lui sauter dessus. Elle a reçu de la risperidone, qui a beaucoup amélioré les choses, mais avec persistance à bas bruit d'éléments délirants. Et bien sûr des complications motrices comme on voit souvent chez nos patients. Et progressivement, elle a développé des modifications comportementales, avec en particulier un changement de ses préférences alimentaires. Elle était capable de manger 3 esquimaux à la suite, des stéréotypies. Elle avait toujours un briquet dans une main, un bâton de rouge à lèvres dans l'autre, et vraiment des bizarreries comportementales. Elle se promenait avec 2 sacs à main, dont un avec une grosse boîte d'allumettes à l'intérieur. C'était une dame qui était devenue très apathique, avec peu de comportements spontanés orientés vers un but, et une modification du soin porté à son apparence. C'est une dame qui travaillait dans le prêt-à-porter, donc elle continuait de mettre des gros manteaux de fourrure, mais elle était maquillée de manière un peu outrancière. Du coup, on remonte le temps, et cette dame avait a priori une autre forme de démence frontotemporale, celle qui nous intéresse pour notre propos du jour, qui est le variant comportemental, qui est caractérisé en tant que maladie neurodégénérative par un déclin progressif qui va prédominer sur les fonctions exécutives dans leur dimension cognitive, mais aussi et surtout comportementale, avec 6 sous-domaines qui sont décrits dans les critères diagnostiques. Il faut en avoir 3 pour en cocher 3 pour valider le diagnostic de démence frontotemporale possible. Pour parler de démence frontotemporale probable, il faut ajouter un critère d'imagerie pour substantifier l'atteinte frontotemporale. De manière plus générale, les démences frontotemporales, c'est un cadre très hétérogène cliniquement, comme je viens de le dire, puisqu'il y a une troisième variante de démence frontotemporale qui est aussi langagier, c'est l'aphasie primaire progressive sémantique, mais ce qu'elles ont en commun, ce qui les réunit, c'est qu'elles touchent de manière prédominante le lobe frontal et le lobe temporal, ce qui peut être mis en évidence, mais ce qui n'est pas toujours visible par l'imagerie, qu'elle soit morphologique ou nucléaire. L'hétérogénéité, elle recommence quand on va de plus en profondeur, puisque, comme l'a dit Claire, toutes les maladies neurodégénératives relèvent d'un processus physiopathologique différent qui est caractérisé par l'accumulation d'une ou de plusieurs protéines anormales dans le cerveau. Et dans la démence frontotemporale, on a une variété de protéines qui s'accumulent. La protéine Tau dont on a parlé, mais surtout la protéine TDP43, qui est une protéine normalement nucléaire, qui va se relocaliser dans le cytoplasme et s'accumuler de différentes manières, d'autres accumulations qui sont un peu plus marginales. Enfin, il y a encore une hétérogénéité dans les démences frontotemporales, c'est que c'est la maladie neurodégénérative qui a la plus forte pression génétique, avec jusqu'à 30% des démences frontotemporales qui sont génétiques, mais là aussi, différentes mutations, il y en a une quinzaine, peut-être même un peu plus, près d'une vingtaine qui ont été identifiées, mais il y en a 3 qui sont largement prépondérantes. Je souligne en particulier la mutation C9orf72, qui, sous nos latitudes, est la plus fréquente et qui va nous intéresser particulièrement. Un élément très important, c'est qu'on trouve des mutations chez des patients qui sont en apparence sporadiques, en particulier chez les patients qui ont une mutation C9orf72, et ça nous intéresse tout particulièrement puisque ce sont ces mutations qui sont le plus souvent associées à des formes à début psychiatriques de la maladie.
Voici, résumé sur un schéma qui paraît un peu complexe au premier abord, mais qui résume vraiment bien les choses, et bien cette triple hétérogénéité qui est habituellement décrite dans les démences frontotemporales et qui, bien sûr, pose de gros problèmes pour le développement d'approches à la fois diagnostiques et thérapeutiques qui aillent dans le sens de ce qu'on a vu dans la présentation précédente. Mais si on revient à notre cas particulier, cette dame-là, elle a fait l'objet d'un terrible retard diagnostique puisqu'elle est diagnostiquée au stade des troubles langagiers, alors que quelques années plus tôt, elle avait déjà des troubles comportementaux qui finalement répondaient parfaitement aux critères, mais qui ont été manqués, et que plus en amont encore, eh bien, l'événement inaugural a été un épisode délirant. Il s'est passé 5 ans, ce qui est le délai moyen d'errance diagnostique avant le diagnostic d'une démence frontotemporale. En général, c'est même plus quand le début est après démence psychiatrique. Mais comment faire? Déjà, il faut y penser, bien sûr, mais ça n'est authentiquement pas facile. Du coup, il y a de plus en plus d'intérêt pour ce sujet du diagnostic différentiel et il y a des recommandations qui ont été publiées assez récemment, qui sont vraiment bien faites, accessibles pour tous, puisque c'est l'objectif, avec les aspects cliniques, les aspects paracliniques. Sur le plan clinique, bien sûr, il faut s'intéresser à tous les symptômes caractéristiques et il faut utiliser des échelles. En France, il y a la Daphné qui a été développée, qui peut servir de grille d'entretien qui est très bien pour justement attraper les troubles psychocomportementaux et en particulier ceux qui ne sont pas faciles à évoquer à brûle-pourpoint quand on est en consultation mémoire. Est-ce que vous avez une exacerbation de la libido? C'est difficile de faire ça après le MMS. Les mêmes auteurs ont développé une petite checklist qui est très bien faite et qui peut vraiment être utilisée par les internes et par les externes, avec une partie A et une partie B. Si on coche les oui d'un côté et les non de l'autre, on a plutôt une pathologie psychiatrique primaire, et l'inverse, on a plutôt une démence frontotemporale. Pour la pratique courante, s'il y a 2 choses à retenir, c'est qu'il y a 2 éléments qui sont fortement évocateurs de DFT et qu'on peut assez facilement attraper. Le premier, c'est le langage. Les patients qui ont une DFT, y compris comportementale, ont souvent, très précocement, des troubles langagiers, des difficultés de dénomination, et c'est vraiment pas grand-chose de faire dénommer des patients. Le deuxième, c'est le changement de préférence alimentaire. Alors bon, ça existe aussi dans la maladie à corps de Lévy, mais c'est vraiment très caractéristique et très important le plus souvent dans les démences frontotemporales, avec en particulier une appétence nouvelle pour le sucré, mais aussi une restriction des goûts alimentaires. J'ai une patiente qui allait tous les midis chercher son sandwich au thon. Il y avait aussi l'aspect de routine comportementale. Mais ces 2 éléments sont importants. Pour ce qui est de la dénomination, si vous ne savez pas trop comment faire, il y a une échelle, un score qui a été développé par l'équipe de Sydney qui s'appelle l'Addenbrooke Cognitive Examination, qui est une sorte de super MMS adapté à la DFT. Et il y a plusieurs sous-parties, dont une sous-partie langagière avec 12 images à dénommer, un peu d'évaluation sémantique parmi ces images à laquelle correspond un marsupial, et également de la lecture pour ce qu'on appelle la dyslexie de surface, la tendance à régulariser. Ça prend 5 minutes et vraiment, c'est très utile pour rattraper les signes qui justifient d'une suspicion. Pour ce qui est des outils paracliniques, bien sûr, les recommandations parlent beaucoup de ce qui va être imagerie morphologique et fonctionnelle, mais elles soulignent aussi que dans ce cas particulier, elles peuvent, un peu plus encore que d'habitude, être prises en défaut et elles évoquent, comme vient de le faire Claire, la perspective d'utiliser les neurofilaments, des marqueurs d'atteinte axonale qui sont absolument pas spécifiques, mais qui sont notoirement augmentés dans les maladies du spectre de la DFT, et en particulier de la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, qui est vraiment, qui s'inscrit dans un continuum lié à la pathologie TDP-43 par rapport aux autres maladies neurodégénératives et a fortiori par rapport à des maladies psychiatriques primaires. On a récemment fait une méta-analyse avec Vincent Davy qui est sans appel. Vous voyez que les patients avec une pathologie dite psychiatrique primaire ont des neurofilaments qui sont quasiment superposables avec les contrôles, alors que les DFT ont des neurofilaments qui sont en moyenne beaucoup plus élevés. C'est vrai dans le LCR, on a énormément de données, mais ça semble également vrai dans le plasma, et ça, bien sûr, dans le futur proche, c'est quelque chose qui est très pratique, qui pourrait être très pratique pour les patients qui sont hospitalisés ou pris en charge en psychiatrie. Pour autant, ces neurofilaments, ils ont été dosés chez des patients qui avaient une DFT probable principalement, donc il y avait déjà une imagerie, donc pour lesquels
une imagerie évocatrice, donc pour lesquelles finalement, eh bien, la question du diagnostic différentiel ne se posait pas vraiment. On était dans un paradigme expérimental. Une équipe française a montré récemment que peut-être, pour améliorer les choses, il ne fallait pas utiliser que les neurofilaments, mais utiliser également la protéine Tau. Et c'est des données préliminaires qu'on a générées avec Vincent, mais en prenant comme groupe contrôle des bipolaires tels que ceux que je vais vous présenter après, qui ont des troubles cognitifs sévères suspects d'une origine dégénérative, eh bien on voit que si on s'intéresse qu'aux neurofilaments dans le plasma, effectivement, ça marche très bien lorsqu'on est face à une DFT probable avec l'imagerie évocatrice, donc lorsqu'on n'en a pas besoin. Par contre, lorsqu'on est face à une DFT possible, celle qui nous pose des problèmes de diagnostic différentiel, eh bien là, ça ne marche plus alors que la protéine Tau fonctionne. Donc c'est quelque chose, une affaire à suivre. Avant de passer à la deuxième partie, juste un point, parce qu'on pourrait se dire que, comme j'ai évoqué le fait que les mutations C9orf72 sont plus volontiers pourvoyeuses de formes à début psychiatrique, eh bien, la génétique pourrait nous aider. Et c'est d'ailleurs le cas, puisque les recommandations préconisent dès lors qu'on a soulevé la possibilité d'une démence frontotemporale devant un événement psychiatrique tardif, de faire la recherche systématique de mutations C9orf72. Pour autant, on va parfois être réticent lorsque on n'a pas d'histoire familiale, et une étude qui a été réalisée sur une grande cohorte de patients génétiques mondiale a montré que si on intégrait les antécédents psychiatriques, et en particulier les suicides, les dépressions, eh bien, on retrouvait une transmission d'allure autosomique dominante, comme eh bien, c'est censé se faire dans quasiment toutes les familles. Donc, est-ce que c'est par excès? Est-ce que c'est des problèmes d'erreur diagnostique? Ça, l'histoire ne le dit pas, mais c'est un élément important et on doit garder l'esprit ouvert en recherchant l'origine psychiatrique. Je reviens à ces patients bipolaires. Je fais la deuxième partie. Je vous parle de l'histoire de mon patient 0. C'est un monsieur de 74 ans, bipolaire de type 1, avec une bipolarité très difficile, beaucoup d'événements, beaucoup d'hospitalisations, plusieurs tentatives de suicide. Même sous lithium, ça n'a jamais été parfait. Et à un moment, l'histoire ne dit pas vraiment pourquoi, on lui arrête son lithium, on le switch sous des pacotes, on lui fait des ECT en même temps. Et là, il fait un énorme épisode confusionnel. Et par la suite, on essaie de rattraper le coup, mais il tolère mal à peu près tous les psychotropes, que ce soit sur un plan cognitif ou sur un plan moteur. On décide finalement, enfin pas moi bien sûr à l'époque, de faire des ECT d'entretien depuis fin 2014. Et c'est ce qu'on trouve de mieux. Les ECT sont efficaces, plus ou moins bien tolérées cognitivement et efficaces pas très longtemps, puisqu'en moyenne, elles sont tous les mois. Et au bout de 2 semaines et demie, 3 semaines, eh bien, ça coince avec une polarité un peu plus maniaque ou mixte. Ce monsieur, il a été évalué dès 2014. Et un neurologue a dit, ce monsieur a une maladie à corps de Lévy, c'est absolument certain, avec tous ces épisodes confusionnels. Il y a un bilan, le DaTscan est normal, il n'y a pas de dénervation dopaminergique qu'on puisse attraper. Il y a des hypofixations sur l'imagerie métabolique pas très spécifiques. On vérifie quand même qu'il n'a pas de maladie d'Alzheimer, ça n'est pas le cas. Et donc, on reste là-dessus, maladie à corps de Lévy possible. L'évolution se fait comme ça pendant plusieurs années. Il rencontre 4 neurologues, 2 disent maladie à corps de Lévy, 2 disent on ne sait pas. Et moi, finalement, je le vois en janvier 2019, à une période où vraiment là, ça ne va plus. Les troubles se sont beaucoup aggravés sur les derniers mois. L'équilibre thymique est catastrophique malgré les ECT d'entretien mensuel. Il a un MMS à 12 sur 30, donc vraiment une efficience cognitive globale qui est très altérée et une atteinte qui est très diffuse, en particulier attentionnelle et dysexécutive. Si on résume cette histoire, c'est un patient qui est bipolaire assez sévère, avec une maladie assez sévère, avec des cycles rapides actuellement, des troubles cognitifs qui sont très fluctuants dans le temps, une mauvaise tolérance des psychotropes et une aggravation progressive. Je suis le 5e neurologue, quoi faire? Alors, il y a un truc de neurologue, et là, vraiment, je pouvais vraiment être fier de moi. J'ai remarqué que ce monsieur, il avait de l'akinéton, et a priori, les anticholinergiques dans une situation comme ça, ça semblait pas idéal. Il l'avait depuis très longtemps, personne ne s'était posé la question, ça avait été reconduit à chaque fois. D'autre part, il n'était clairement pas équilibré sur le plan thymique, ce monsieur. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai fait 2 recommandations. La première, arrêter les anticholinergiques. Là, j'étais vraiment dans le cadre, il n'y avait pas de problème, personne n'a trouvé à redire. Et j'ai dit qu'il fallait rapprocher les ECT. Et là, alors, ça devenait vraiment de la déviance pour un neurologue. Ce n'était pas du tout orthodoxe, mais comme je connaissais bien la psychiatre traitante, c'est ce qui a été fait. Et voilà ce qui s'est passé ensuite. Le monsieur a repris 15 points de MMS dans les 2 mois qui ont suivi.
Du coup, eh bien, ça m'amène à ce concept de démence chez les bipolaires, de démence vésanique, hein, c'est souvent le terme qu'on utilise. Il est avéré que les patients bipolaires ont un risque de troubles neurocognitifs majeurs qui est plus important, de l'ordre de 2, 3 à 4, 3. Mais à quoi ça correspond? Eh bien, personne ne le sait. C'est des patients qui sont des cailloux dans la chaussure, tout le monde s'en souvient, mais ils sont relativement rares quand même. Il y a eu des tentatives. L'équipe de Lille avait fait ce travail-là à une époque où on n'avait pas les biomarqueurs et avait dit qu'il y avait quand même l'air d'y avoir un profil particulier. Malheureusement, on n'est pas aidé par le fait que comme les patients sont rares, on n'a même pas la neuropathologie. Il y a une revue récente sur la neuropathologie du trouble bipolaire qui dit que globalement, de toute façon, à tous les stades, on ne trouve rien de très caractéristique. Et pour ce qui est bien, des lésions spécifiques, il y a 11 patients qui ont été étudiés en tout et pour tout, aucune lésion similaire chez tous. Du coup, les mécanismes physiopathologiques sont inconnus. Il y a deux grandes hypothèses, celle de la neuroprogression et celle d'une plus grande susceptibilité aux maladies neurodégénératives avec des rationnels, que ce soit pour la maladie à cœur de Lévy ou la maladie d'Alzheimer. On s'est attelé au sujet, on a étudié 78 patients bipolaires qui avaient été pris en charge dans des CM2R français avec une suspicion de maladie neurodégénérative, donc avec des biomarqueurs du LCR. Voici leur profil. Ce qu'on relève, c'est qu'ils ne sont pas si vieux que ça, qu'ils n'ont pas eu si souvent des ECT, que malheureusement, ils n'ont pas été si souvent traités par lithium, mais pour ce que j'ai compris, ce n'est pas exactement en dehors des clous par rapport aux habitudes actuelles. Leur profil cognitif est caractérisé à la fois par une atteinte dysexécutive, très dysexécutive, mais aussi par une atteinte de la mémoire épisodique. Et il y a des caractéristiques un peu remarquables. Ces patients ont souvent un syndrome parkinsonien, y compris certains d'entre eux sans jamais avoir reçu d'antipsychotiques. Il y a beaucoup de fluctuations cognitives, quasiment un patient sur 2, et il y a beaucoup d'épisodes confusionnels, quasiment un patient sur 3. Surtout, et je crois que c'est le message à retenir, dans 40% des cas, les patients se sont améliorés au fil du suivi. Alors qu'à un moment, on pensait qu'ils étaient déments et perdus pour la cause, eh bien, ils ont pu voir une amélioration. Autre élément, peu de ces patients ont finalement une maladie d'Alzheimer, il y en a forcément, mais 10% c'est la case ATN, et ces patients ont globalement pas tellement d'atrophie hippocampique et des profils d'hypométabolisme qui sont divers et variés, et donc peu évocateurs. En résumé, ce que l'on ressort, c'est que c'est une population qui est hétérogène, même quand on essaie comme ça de la délimiter, qu'il y a peu de maladies d'Alzheimer biologiques, et il y a un profil particulier avec beaucoup de syndrome parkinsonien, beaucoup de fluctuations cognitives, et donc quand même, peut-être que ces patients correspondent à des maladies à corps de Lévy, pour autant, eh bien, la neuropathologie ne semble pas dire ça. Juste un élément pour savoir quels sont les éléments qui ont l'air d'être de bons pronostics. Le fait d'avoir des troubles sévères à l'admission, les patients s'améliorent. Le fait d'avoir une protéine tau totale augmentée, donc de la neurodégénérescence, sont des facteurs en faveur de... celui-ci est un facteur péjoratif, et peut-être le fait d'avoir une accumulation d'A-bêta-42 serait un facteur protecteur à voir. Ces résultats, eh bien, ne posent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses, mais ils ouvrent en tout cas le champ des possibilités. On a toujours comme hypothèse la neuroprogression et la plus grande susceptibilité aux maladies neurodégénératives, mais il faut au moins ajouter la conjonction des deux, tout bêtement, hein, le fait que ce trouble bipolaire s'exprime dans un contexte de stresseurs liés à des lésions de type neurodégénératif. On peut imaginer aussi que ce soit une sous-population particulière de bipolaires qui ait une trajectoire différente parce que les mécanismes physiopathologiques soient différents. Et aussi, comme les patients en moyenne dans cette cohorte avaient un début plus tardif, qu'il y ait des problèmes de diagnostic différentiel comme évoqué juste avant. Pour conclure, les troubles neuropsychiatriques après 50 ans, ils posent fréquemment des problèmes de diagnostic différentiel. Il y a un bénéfice très fort à porter un bon diagnostic, que ce soit pour le patient ou que ce soit pour l'entourage. Ça évite des errances, ça permet de faire des ajustements thérapeutiques aussi simples qu'arrêter les anticholinergiques et surtout ne pas se restreindre sur certains traitements psychiatriques comme les ECT. Et il existe des outils, j'espère vous en avoir montré quelques-uns. Ils sont avant tout aujourd'hui cliniques et sémiologiques. Et si on se pose la question, on a des moyens de faire quelque chose. Demain, ça sera le champ des biomarqueurs. Et surtout, comme on essaie de le faire avec Emeline et l'équipe de psychiatrie à Fernand Vidal, il faut dialoguer, se partager les patients, les voir les uns les autres et en discuter en réunion pluridisciplinaire. Merci beaucoup pour votre attention et merci. À tout de suite. Merci. Merci beaucoup Emmanuel. Un grand merci à vous trois parce que vous avez réussi la performance de nous délivrer des messages importants
complexe en un minimum de temps, en un temps très très serré, sur des thématiques déterminantes en consultation. Moi, j'ai plein de questions pour vous, mais on va laisser la parole à la salle pour quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à vous avancer vers les micros. Pour pas perdre de temps, moi, je vous propose de vous poser une question à chacun de vous trois. Frédéric, tu as vraiment présenté la structure du diagnostic de la maladie à corps de Lévy en apportant des données très récentes, en particulier de ton équipe. C'est très précieux pour nous. Je voulais savoir si, parce qu'il y a beaucoup de psychiatres dans la salle, s'il y a des études en cours ou si on commence à démembrer des symptômes caractéristiques de cette dépression qui pourrait être prodromale à pas mal de cas de maladie à corps de Lévy. Est-ce que cette dépression a un parfum un peu atypique cliniquement, comme la dépression qui peut révéler une dégénérescence lobaire frontotemporale, ou est-ce que vraiment on est trompé par cette dépression prodromale? Alors, c'est une question qui est compliquée. Disons que l'impression qu'on n'a pas complètement approfondie avec les collègues psychiatres de Strasbourg, et notamment Fabrice Bernat, Jacques Fouché, c'est que, et Benoît Chor, c'est que on a une partie de ces patients atteints de maladie à corps de Lévy qui ont une dépression plutôt sur le versant aboulie, apathie, avec néanmoins d'authentiques critères de dépression, mais on a d'authentiques douleurs morales chez ces patients. Donc, pour l'instant, on n'a pas de, comment dire, de dépression particulière qui pourrait nous faire dire que c'est plutôt une maladie à corps de Lévy. Hein. Et par contre, je pense qu'il y a un point moi, qui me choque, hein, et c'est le fait que ces dépressions sont souvent quand même récurrentes. C'est-à-dire qu'on a du mal à se débarrasser de la dépression. Et là, ça rapproche de l'étude d'Emmanuel et l'étude nationale sur les bipolaires. Hein. Donc, c'est des patients qui commencent une dépression, il y a des tas de traitements qui sont essayés, et souvent, on va s'en sortir, chez certains patients en tout cas, qu'en rajoutant un thymorégulateur. Donc ça, c'est quand même un point qui est intéressant. Et parfois, on ne s'en sortira qu'en faisant des associations d'antidépresseurs. Et parfois, on ne s'en sortira qu'en allant vers la RTMS ou les ECT. Donc, c'est pas chez certains patients atteints de maladie à corps de Lévy, ces dépressions sont particulièrement résistantes. Merci Frédéric. Pour Claire, alors tu montres très bien la performance des biomarqueurs, notamment dans la maladie d'Alzheimer, quand on confronte à la neuropathologie. Alors qu'est-ce que tu réponds à un médecin qui dit moi j'ai plus besoin de clinique, toute plainte, j'ai peu besoin de l'explorer finalement et je vais aller directement vers les biomarqueurs. Qu'est-ce que tu penses de ce moyen de réfléchir? Alors aujourd'hui, peut-être ça viendra dans l'avenir, hein, on ne sait pas. Aujourd'hui, en tout cas, on a besoin d'avoir des symptômes cliniques pour poser le diagnostic de maladie d'Alzheimer, puisque cette phase silencieuse, probablement qu'elle dure 2 ans chez certaines personnes et 20 ans chez d'autres. Donc aller dire à quelqu'un qui n'a pas encore de symptômes, vous avez les protéines de la maladie d'Alzheimer, mais je ne peux pas vous dire si vous allez avoir des symptômes dans 2 ans ou dans 20 ans, ce n'est pas très satisfaisant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'aurais tendance à raisonner à l'inverse, c'est-à-dire que, à mon avis, ces patients ont des symptômes, mais que nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de les détecter, puisqu'on ne les a jamais véritablement recherchés, et que moi, j'aurais tendance à aller développer des tests de plus en plus fins pour diagnostiquer ces symptômes, pour traiter ces symptômes et pour voir comment ils évoluent. Et afin de savoir cliniquement, parce que ça, il n'y aura que la clinique qui nous dira ça, quels sont les facteurs qui vont faire que les patients vont évoluer plus ou moins vite et surtout que les patients vont répondre au traitement. Donc, j'aurais tendance à plus développer la clinique au stade très, très, très précoce plutôt que de dire on fait un bilan biologique et tout va bien, on a notre diagnostic. Merci Claire. Oui, une question ? Bonjour, Florence Worsman, donc on se connaît bien, mais c'est vrai qu'en vous écoutant, donc moi je suis psychiatre et addictologue à Fernand Vidal, mais en vous écoutant aujourd'hui, finalement ça me fait réfléchir, ça me fait poser beaucoup de questions, et notamment vous avez présenté finalement ces diagnostics de maladies neurodégénératives un peu comme exclusifs, c'est-à-dire la maladie à corps de Lévy, la démence frontotemporale, et dans la première diapo de Claire où il y avait l'accumulation des différentes
protéines ou à différentes localisations cérébrales. En fait, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est en fait, ils peuvent avoir peut-être plusieurs pathologies, nos patients. Et donc, ce que vous avez présenté, alors, ça veut dire qu'il y a encore une autre catégorie de pathologies cumulées? En fait, je voulais pas aller sur ce terrain-là parce qu'on le découvre avec les biomarqueurs, hein, notamment, et puis avec les nouveaux TEP, les nouvelles imageries. Mais il y a 20 à 30% de patients qui ont des copathologies. Pourquoi on ne sait pas? Pourquoi certains vont avoir de l'alpha-synucléine et de la tau et pas d'autres? Pourquoi, par exemple, dans les DFT, ils n'ont que de la tau et pas de la bêta? Tout ça, on ne sait pas. Ensuite, on ne sait pas la part que ces différentes protéinopathies ont dans les symptômes. Par exemple, il y a une nouvelle entité qui s'appelle le LATE, qui sont des dépôts de TDP43, notamment dans le cortex temporal interne, et qui est très souvent en copathologie, soit avec une maladie d'Alzheimer, soit avec une maladie d'accord de Lévy. Donc tout ça, ça va être dans l'avenir, démembrer tout ça, et probablement, alors je ne sais pas si c'est une période qu'on connaîtra, mais probablement, on saura comme dans le cancer, on dira aux patients, vous avez un adénocarcinome KI 68 plus 60%, machin, enfin, ce qui ne veut rien dire pour le patient, mais ce qui sera très signifiant pour nous. Je pense qu'on dira, vous avez une tauopathie, une amyloïdopathie, une TDP43-pathie, et le patient, il repartira avec plein de questions, mais il aura un diagnostic précis. Et en plus, une dépression. Une question pour Emmanuel. Donc, tu nous as bien montré la complexité, hein, de diagnostic chez ces patients bipolaires qui évoluent vers des troubles cognitifs qui peuvent être assez rapides, hein, parfois. Et est-ce que on est quand même très perturbé quand on fait une IRM à ces patients et on constate une réelle atrophie. Et est-ce que les neurofilaments chez ces malades, bon, il faudrait des séries vérifiées au plan neuropathologique, mais est-ce qu'on pourrait imaginer que même dans la maladie bipolaire, qui engendre une neurodégénérescence pour multiples facteurs, stress prolongé, iatrogène, etc., et bien finalement, cette neurodégénérescence peut nous tromper par des marqueurs qui vont augmenter neurofinalement et peut-être protéine tau? Alors oui, effectivement, c'est une hypothèse. On a juste, nous, quelques petites données préliminaires qui vont pas tellement dans ce sens-là. Les neurofilaments, c'est quand même un marqueur d'agressivité d'un processus. C'est pour ça qu'ils ont été cités hier dans la sclérose en plaques comme marqueur de l'efficacité du traitement. Et c'est pour ça probablement qu'ils sont très élevés dans la DFT et en particulier dans la SLA. Donc là, on est dans un contexte probablement moindre avec une composante qui n'est pas entièrement neurodégénérative. Et sur les quelques données qu'on a, eh bien, les valeurs sur la quinzaine de patients qu'on a testés, alors que certains étaient très altérés, sont plutôt proches des contrôles. Dans le même ordre d'idée, mon impression clinique, je commence à en avoir pas mal des patients comme ça, beaucoup plus que ce que je vous ai présenté, c'est que le PET scanner n'est pas tant altéré que ça en moyenne chez ces patients-là, mais c'est encore à vérifier. Merci. Une toute dernière question parce qu'on déborde un petit peu. Oui, bonjour. Moi, je suis psychiatre à Créteil, dans une unité où on fait beaucoup de dépression et beaucoup de dépression résistante, et où on a une unité de neurologie aussi qui fait des bilans en hôpital de jour, en hôpital de semaine. Le problème qu'on a en pratique, c'est des patients atypiques, déprimés, résistants, pour lesquels on se pose la question de l'entrée dans une pathologie neurodégénérative. On en a vraiment, vraiment beaucoup, et on a du mal à savoir lesquels on va mettre sur la liste d'attente de l'hôpital de semaine de neuro qui a déjà 6 mois d'attente. Ma question, c'est pour les neurofilaments, c'est très attractif pour un psychiatre qui ne sait pas faire de PL de se dire est-ce qu'on ne va pas faire les neurofilaments à nos patients et pour savoir lesquels on va orienter vers l'hôpital de semaine de neuro. Est-ce qu'on peut avoir cette approche-là, c'est-à-dire de l'utilité des neurofilaments dosés dans le sang, pour sélectionner quel patient serait plus indiqué à bilanter. Voilà, je ne sais pas si ma question est... Moi, je dirais pas encore. En fait, le neurofilament, c'est un super biomarqueur parce qu'il est très, très, très sensible. Je me cogne la tête, je dose mes neurofilaments, c'est augmenté. Donc, on a énormément de facteurs confondants. Alors, l'équipe suédoise s'est amusée à faire avant la plongée en apnée, après la boxe, après la danse, etc. Et ça monte un petit peu un oui ou pour un non. Donc, il faudrait avoir un peu de longitudinal, à mon avis, pour être un peu plus précis.
Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'envoyer tous les patients qui ont des neurofilaments augmentés, sachant que dans les pathologies psychiatriques, il y a souvent des addictions, il peut y avoir des traumatismes, des choses comme ça, je pense que on n'en est pas encore là. Ça viendra peut-être. La méta-analyse que montrait M. Cogna montrait que dans les pathologies psychiatriques, ça n'avait pas l'air d'être très élevé. Oui, alors c'est toujours pareil. Dans les méta-analyses et les cohortes, ça sort bien, mais à l'échelle individuelle, quand on essaye de l'appliquer, c'est plus compliqué. Je pense qu'on y viendra. On a par exemple la taux phosphorylée dans le plasma. Je ne vous l'ai pas montré aujourd'hui parce que je n'avais pas le temps, mais ça existe. La bêta dans le plasma, ça existe. À mon avis, ça sera plus une combinaison de marqueurs qui vous permettront de faire ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Emmanuel. Mais... Merci beaucoup. Vous nous avez montré tous les trois qu'il faut raisonner de façon très graduée, très ouverte, en s'appuyant sur des critères cliniques diagnostiques et en avançant vers des biomarqueurs, en s'appuyant sur des biomarqueurs dont l'évidence de preuve doit encore s'améliorer. Mais en tout cas, on reste très humble en consultation et avec un esprit très, très ouvert entre neurologie et psychiatrie en tout cas. Un grand merci. On a un petit peu débordé, mais le sujet était passionnant et l'audience aujourd'hui le montre. Un grand merci aux organisateurs également de nous avoir invités.